Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je vais la consacrer au chapitre 9, la réaction d'estérification et d'hydrolyse, le chapitre 9 en chimie. Pour comprendre ce chapitre, on doit avoir une idée sur la chimie organique. Donc avant de commencer ce chapitre, je vais vous donner un petit rappel en ce qui concerne les alcanes. Les alcanes sont des composés organiques de formule chimique CN H2N plus 2. C est l'élément carbone, H est l'élément hydrogène, et N un nombre entier. Un composé organique, c'est un composé qui contient le carbone. S'il contient le carbone et l'hydrogène, c'est un hydrocarbure. Hydrocarbure. Donc les alcanes, ce sont des hydrocarbures, qui sont bien sûr des composés organiques. Si N égale à 1, la formule brute de l'alcane, c'est C1CH4. CH4. Si N égale à 2, C2H6. Donc c'est C2H6. Si N égale à 3, C3H8. Pour les autres, pour N égale à 4, C4H10. N égale à 5, C5H12. N égale à 6, C6H14. Je rappelle que l'atome de carbone est tétravalent. Le carbone, c'est son numéro atomique Z égale à 6. La distribution électronique K2, L4. Donc, sur sa couche périphérique, il contient 4 électrons. L'atome de carbone, donc avec les 4 électrons externes, va former 4 doublés liants avec les autres atomes. Ces doublés, soit ils vont former des liaisons simples, comme ça, ou bien une liaison double et 2 simples, ou bien une liaison triple et une simple, ou 2 liaisons doubles. La formule de l'alcane peut s'écrire de 3 façons, soit sous forme de formule brute, ou bien de formule développée, ou bien de formule sous-développée. Je commence par exemple par CH4. Sa formule brute est CH4. Sa formule développée est écrite de la façon suivante. Donc, dans la formule développée, toutes les liaisons apparaissent. La formule développée de C2H6 est la suivante. Donc, je montre toutes les liaisons qui existent dans la molécule. Dans la formule semi-développée, on montre seulement quelques liaisons. Là, je vais montrer seulement cette liaison qui est entre les deux atomes de carbone. Les deux atomes de carbone. Donc, j'ai montré cette liaison qui est entre les deux atomes de carbone. Ce carbone est lié à 3 hydrogènes, donc j'écris là H3. Et le deuxième carbone est lié à 3 hydrogènes, donc CH3. On voit bien que la formule développée est encombrante. C'est pour cela qu'on préfère la formule semi-développée dans l'écriture. J'utilise donc la formule semi-développée dans l'écriture. Pour CH4, c'est CH4. Pour C2H6, CH3, CH3. Pour C3H8, CH3, CH2, CH3. CH3, CH2, CH2, CH3.
CH3, CH2, CH3. Et là, on a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH3, CH2, 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 CH2 et CH3. Remarquez que les carbones à l'extrémité sont reliés à 3 atomes d'hydrogène. Par contre, les carbones au milieu sont reliés seulement à 2 atomes d'hydrogène. Cela est dû bien sûr au fait que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire le carbone fait 3 doublés avec les autres atomes. Donc pour ce carbone, on a 1, 2 et les deux autres liaisons avec les 2 autres hydrogènes. Les alcanes sont nommés selon le nombre de carbone qu'ils contiennent. 1 carbone méthane, 2 carbone éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, etc. Octane, nonane, décane, etc. Les carbones des alcanes constituent une chaîne carbonée. On peut trouver des chaînes linéaires, comme pour ces alcanes qu'on appelle les alcanes linéaires. Et on peut aussi trouver des alcanes ramifiées, dont on a des chaînes carbonées ramifiées. Voyons maintenant quelques exemples de ces alcanes ramifiées avec leur nomenclature. Là, on a un exemple d'un alcane ramifié. La ramification se trouve au niveau de ce carbone. C'est pour cela qu'on appelle ce carbone le carbone de ramification. Les chaînes carbonées qu'on a là, dans cette molécule, sont les suivantes. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Pour nommer cet alcane, on doit choisir la chaîne la plus longue. Donc cette chaîne en bleu, elle contient 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. La chaîne en vert, 4 carbones. La chaîne en orange, 3 carbones. Donc je choisis soit celle qui est en bleu ou bien celle qui est en vert. Je vais choisir la bleue. Je numérote les 4 carbones de telle façon que le carbone de ramification ait la plus petite valeur. Donc je dois commencer par la gauche. 1, 2, 3, 4. Si je commence par la droite, on aura 1, 2, 3, 4. Et dans ce cas, le carbone de ramification va avoir le chiffre 3. Donc je choisis le 2. Donc le sens que je dois choisir, c'est le premier. Donc j'élimine le deuxième. La chaîne la plus longue contient 4 carbones, donc il s'agit d'un butane. Sur la chaîne la plus longue est attaché un groupement qu'on appelle le groupement alkyle, qui est relié au carbone de ramification, le carbone 2. Donc ce groupement est appelé groupement alkyle. Mais qu'est-ce qu'un groupement alkyle ou alkyle tout simplement? Eh bien, c'est un alcane qui a perdu un atome d'hydrogène. Par exemple, CH4. Si on lui retire un atome de carbone, il sera sous la forme CH3. C2, H6, CH3, CH3, CH2, le groupement alkyle, etc. Cet alcane est le méthane. Le groupement alkyle qui lui correspond s'appelle le méthyle. Groupement méthyle. Donc, méthane, méthyle. Éthane, éthyle. Groupement éthyle. Donc, le groupement alkyle qui est attaché là, c'est le méthyle. Donc, on va dire le groupement méthyle est attaché au carbone 2. Donc, on va l'écrire 2 méthyle.
Donc le nom de cet alcane est le 2-méthylbutane. Si on choisit la chaîne la plus longue, celle-ci, on aura le même résultat. La numérotation va être 1, 2, 3, 4. Et le radical, ou bien le groupement alkyle méthyle, est toujours accroché au carbone 2. Donc on aura la même nomenclature. Un deuxième exemple, la chaîne la plus longue, constituée de 4 atomes de carbone. Donc c'est un butane. 2 carbones de ramification. Si on numérote de gauche 1, 2, 3, 4, si on numérote la droite 1, 2, 3, 4. Donc les carbones de ramification vont avoir les mêmes numérotations, 2, 3, 2, 3. Donc il est possible de choisir la première numérotation ou bien la deuxième numérotation. Dans ce cas, on a deux groupements méthyl qui sont attachés à cette chaîne la plus longue. Le premier en 2, le deuxième en 3. Donc on va écrire 2, 3, diméthyl butane. Donc le nom de cet alcane est le 2,3-diméthylbutane. Donc là, j'ai essayé de vous donner le nécessaire à propos des alcanes. Donc passons maintenant au chapitre 9, réaction d'estérification et d'hydrolyse. Et on commence par grand 1, étude de quelques composés organiques oxygénés. Les composés organiques dont on aura besoin dans ce chapitre sont les alcools, les acides carboxyliques, les esters, les anhydrides. Et on commence par les alcools. La formule générale d'un alcool est ROH, avec OH, groupe hydroxyle. On distingue 3 classes d'alcool. Alcool primaire, avec un seul radical. Alcool secondaire, avec 2 radicaux. Alcool tertiaire, avec 3 radicaux. Exemple. Le premier exemple est l'exemple d'un alcool primaire. CH3, C, HHOH. Cet alcool contient un groupement alkyle, un radical, un seul radical. Donc c'est un alcool primaire qu'on peut écrire sous forme CH3, CH2, OH. Donc ça c'est un exemple d'alcool primaire. Si au lieu de cet hydrogène, je mets un groupe alkyle qui est le méthyl CH3, c'est un radical. Dans ce cas, on a 2 radicaux. Donc c'est un alcool secondaire. Donc là, au lieu de CH2, on aura CH3. Donc c'est un exemple d'un alcool secondaire. Si au lieu de cet hydrogène, on a un méthyl CH3, on a un groupement alkyle CH3, donc on a 3 radicaux. C'est un alcane tertiaire. Donc, j'élimine l'hydrogène, et au lieu de l'hydrogène, je vais mettre CH3. Les 3 radicaux ne sont pas obligatoirement les mêmes. On peut avoir, par exemple, là, au lieu du méthyl CH3, on peut avoir l'éthyle C2H5. Donc là, C2H5. Voyons maintenant comment on nomme les alcools. La nomenclature. Le nom d'un alcool
dérive de celui de l'alcane de même squelette carboné en remplaçant le E final par la terminaison ol, précédé de l'indice de position de l'atome de carbone lié au groupe OH. Et pour comprendre ça, je donne des exemples. Le premier exemple, donc cet alcool, il contient 2 carbones. Si c'était un alcane, son nom va être éthane. Puisqu'il s'agit d'un alcool, éthanol. On a remplacé donc le E de éthane par ol. Pour le deuxième exemple, 4 carbones, c'est du butanol. De même pour le troisième, butanol. Sauf que le groupe OH, groupe hydroxyle, dans le premier cas, est relié au carbone 1, et OH dans la deuxième molécule est relié au carbone 2. La numérotation se fait de telle façon que le carbone qui est relié à OH et qui s'appelle le carbone fonctionnel ait la plus petite valeur. Donc pour distinguer les deux butanols, on va les nommer butane 1-ol, 1-ol, le deuxième butane 2-ol, 2-ol. Pour le quatrième alcool, on doit d'abord préciser la chaîne la plus longue et qui contient le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est relié à OH. Donc, ce carbone est le carbone fonctionnel. Je choisis donc cette chaîne, la chaîne qui contient 3, qui est la plus longue. Celle-ci, elle aussi contient 3. Donc, je peux choisir soit cette chaîne ou bien cette chaîne. C'est la même chose. Sur cette chaîne, et au niveau du carbone 2, qui est le carbone fonctionnel, est attaché un groupement méthyle et le groupe hydroxyle, groupe fonctionnel. Donc la nomenclature, donc la chaîne la plus longue contient 3 carbones, donc c'est du propane, mais puisque c'est un alcool, c'est du propanol. Et le groupement OH est fixé au carbone 2, propane 2-ol. Mais à ce propane 2-ol est fixé un groupement méthyle au carbone 2, 2-méthylpropane 2-ol. Bon, passons maintenant aux acides carboxyliques. La formule générale d'un acide carboxylique est RCOH, avec COH, groupe carboxyle. La nomenclature, donc comment nommer un acide carboxylique? Le nom de l'acide carboxylique dérive de celui de l'alcane de même squelette carboné en remplaçant le E final par la terminaison -wic, l'ensemble étant précédé par le mot acide. Et bien sûr, il nous faut des exemples pour comprendre ça. Le premier exemple, il s'agit d'un acide avec 2 carbones. L'alcane qui correspond, c'est l'éthane. Je remplace le E par wic, éthane-wic. Et le mot est précédé par acide. Donc, c'est l'acide éthanoïque. Le deuxième exemple, on a un acide carboxylique avec la chaîne la plus longue qui contient 4 carbones. Je commence la numérotation par le carbone fonctionnel, COOH. Sur le carbone 3, il y a un groupement méthyle. Donc, puisqu'il s'agit de 4 carbones, l'alcane qui correspond, c'est le butane. Donc là, on dit butanoïque. Je remplace le E par wic. On a un méthyle qui est attaché au carbone 3, donc c'est le 3-méthyle. Et le nom est précédé par le mot acide. Acide 3-méthylbutanoïque.
Le troisième exemple des composés organiques oxygénés sont les anhydrides d'acide. La formule générale avec COO, groupe anhydride. La nomenclature. Un anhydride se nomme en remplaçant le mot acide par anhydride, dans le nom de l'acide carboxylique correspondant. Donc il suffit de remplacer acide par anhydride. L'anhydride d'acide résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. On a deux molécules d'acide carboxylique. Il y a élimination d'une molécule d'eau, H, OH, pour donner l'anhydride. Il y a donc élimination d'une molécule d'eau et l'oxygène est lié au carbone. La nomenclature. Un exemple, cet anhydride résulte de l'élimination d'une molécule d'eau de deux molécules d'acide éthanoïque. C'est pour cela qu'on va l'appeler anhydride éthanoïque. Donc je remplace acide par anhydride, anhydride éthanoïque. Le quatrième exemple des composés organiques oxygénés, les esters. La formule générale, le groupe ester. La nomenclature. Le nom de l'ester comporte deux termes. Le premier terme provenant du nom de l'acide carboxylique en remplaçant wick par watt. L'acide carboxylique qui correspond. Et je remplace wick par watt. Le deuxième terme provenant du nom du groupe alkyle lié à l'atome d'hydrogène. Bon, prenons des exemples d'ester. Je commence par le premier exemple. Le nom de l'ester est constitué de deux termes. La première partie de la molécule et la deuxième partie. La première partie, c'est comme si on a un acide. L'acide qui correspond, c'est 3 carbones, c'est-à-dire l'acide propanoïque. On va écrire donc propanoate. Donc, je remplace wick par watt et j'élimine le mot acide. La deuxième partie, c'est un alkyle, un groupement alkyle, 2 carbones, donc c'est l'éthyle. Propanoate d'éthyle. Le deuxième exemple. Donc, le nom est constitué de deux parties. La première partie, si c'était un acide, 4 carbones, donc c'est l'acide butanoïque, on va dire butanoate. La deuxième partie du nom, on a un groupement alkyle qui est le méthyle, butanoate de méthyle. Le troisième exemple. La première partie du nom de carbone est un watt. La deuxième partie, dans la deuxième partie, on a une ramification. On choisit la chaîne la plus longue et je numérote 1, 2, 3. Un groupement méthyle est attaché au carbone 2. Donc là, on a 3 carbones. Donc c'est un groupement propyle auquel est attaché un méthyle en 2. Donc c'est 2-méthylpropyle, éthanoate 2
2 méthyl propyle. Le quatrième exemple. Deux parties. La première partie, on a 3 carbones. 1, 2, 3. Donc c'est, si c'était un acide, on va dire propanoïque. Avec un méthyle attaché en 2. Donc c'est 2-méthyl propanoïque, on va dire 2-méthyl propanoate. 2-méthyl propanoate. Et la deuxième partie du nom, CH3, c'est un méthyle. Donc 2-méthyl. Le nom est donc 2-méthyl propanoate 2-méthyl. Donc là, on a les 4 exemples. Une petite rectification à ce niveau. CH3. Bon, là, c'est CH2. De même pour CH3. Grand 2, la synthèse des esters, l'estérification. Donc la synthèse d'un ester, c'est-à-dire la production d'un ester, c'est la réaction qu'on appelle l'estérification. Réaction d'estérification. Pour synthétiser un ester, c'est-à-dire pour produire un ester, on a besoin d'un acide carboxylique et d'un alcool. L'acide carboxylique réagit avec l'alcool pour donner l'ester plus l'eau. Dans cette réaction, l'hydrogène de l'alcool avec OH de l'acide donne la molécule d'eau. L'oxygène de l'alcool est fixé au carbone de l'acide. Donc l'oxygène de l'alcool est fixé au carbone de l'acide. Donc là, il faut faire attention, cet oxygène, ce n'est pas l'oxygène de l'acide, c'est l'oxygène de l'alcool. Par contre, cet oxygène de l'acide, avec OH, il forme avec H la molécule d'eau. Je vous donne un exemple. L'acide éthanoïque CH3, COOH, réagit avec l'éthanol CH3, CH2, OH, pour donner l'ester qui est CH3, CO, O, CH2, CH3, plus l'eau. Dans cette réaction, l'hydrogène, l'alcool avec OH de l'acide vont donner l'eau, molécule d'eau, et l'oxygène de l'alcool avec le radical CH2, CH3. L'oxygène va se fixer au carbone de l'acide. CH2, CH3. Pour la nomenclature, l'acide, c'est l'acide éthanoïque. L'alcool, c'est l'éthanol. Et l'ester, éthanoate d'éthyle.
Donc, grand 1, la réaction d'estérification. Passons maintenant à l'étude expérimentale. Étude de la réaction d'estérification. Expérience. Dans cette étude expérimentale, préparer un mélange équimolaire de l'acide éthanoïque et de l'éthanol. Équimolaire, c'est-à-dire qui ont la même quantité de matière. Introduire la même quantité dans des ampoules scellées et placez-les à T est égal à 0 dans un bain-marie à température de 20 degrés Celsius. Donc le mélange de l'acide éthanoïque et de l'éthanol, on le met dans un bécher, puis on le divise en quantité égale dans des tubes à essai ou bien dans des ampoules qui sont fermées. Par exemple, là, on doit utiliser 8 ampoules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, après 4 heures, on prend le contenu du premier tube à essai et on le met dans un bécher pour le doser, pour doser l'acide carboxylique, c'est-à-dire l'acide éthanoïque restant avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, le contenu du tube à essai dans le petit bécher et dans la burette une solution d'hydroxyde de sodium. Donc on va doser l'acide éthanoïque restant avec une solution basique d'hydroxyde de sodium. Puis on répète la même chose avec les autres tubes à essai. Après 5 heures, le deuxième tube. Après 9 heures, le troisième tube, etc. Dans la réaction d'estérification, acide carboxylique plus alcool qui donne ester plus l'eau. La quantité de matière de l'acide carboxylique diminue et la quantité de matière de l'ester augmente. Si on connaît la quantité de matière de l'acide carboxylique par dosage, on peut connaître la quantité de matière de l'ester. Et on rassemble les résultats dans un tableau de mesure. Et le but est de tracer la quantité de matière de l'ester et de l'acide en fonction du temps. Petit B, représentation du tracé. En rouge, on a le pourcentage de l'acide éthanoïque. Et en vert, le pourcentage de l'ester. Si par exemple la quantité de matière initiale de l'acide est 1 mol, donc au lieu de 100, je vais mettre 1. Dans ce cas, la quantité de matière va diminuer progressivement jusqu'à 33%, c'est-à-dire 0,3. 0,33. Et la quantité de matière de l'ester va augmenter de 0, bien sûr, c'est un produit, de 0 jusqu'à 67%, c'est-à-dire 0,67 mol. D'une autre façon, si la quantité de matière initiale est, par exemple, N0, au lieu de 100, je vais mettre N0, la quantité de matière initiale de l'acide. Dans ce cas, la quantité de matière finale de l'acide, 33%, c'est-à-dire le 1 tiers de N0. 1 tiers de N0. 1 tiers, c'est 0,33. Tandis que la quantité de matière de l'ester augmente de 0 jusqu'à 67%, c'est-à-dire les 2 tiers de N0. Dans cette représentation, on a représenté la quantité de matière de l'acide en fonction du temps. Si on représente la quantité de matière de l'alcool, on aura le même tracé, puisque l'acide et l'alcool sont mélangés avec des quantités de matière égales, N0. À partir de ce tracé aussi, on peut dire que cette réaction, la réaction d'estérification, est limitée.
Donc, remarque, l'estérification est une réaction lente et limitée. On a dit lente car la réaction dure des heures, et limitée car l'acide carboxylique et l'alcool ne disparaissent pas totalement. Petit d, application. On applique toujours sur la réaction précédente. Dressez le tableau d'avancement pour calculer la quantité de matière des réactifs restants et des produits à partir de 0,1 mol de l'acide éthanoïque et 0,1 mol d'éthanol, en se basant sur le tracé précédent. Calculer le taux d'avancement final. Le tableau d'avancement, la réaction d'estérification. À l'état initial, on a un mélange équimolaire 0,10, 0,10, 0,0. Donc là, 0,10 moins x, x. À l'état final, et d'après le tracé qu'on a déjà vu, on aura 33% de la quantité de matière initiale, c'est-à-dire 0,033. Pour l'ester, il y a production de 67%. 67% de la quantité de matière initiale, c'est-à-dire 0,067. 0,033, c'est le 1 tiers de 0,1. La même chose là, le 1 tiers de 0,1. Pour l'ester, 0,067, ce sont les 2 tiers de la quantité de matière initiale. De même pour l'eau. Une remarque à propos de la quantité de matière de l'eau, on ne met pas en excès, car le mélange est un mélange d'un acide carboxylique pur avec un alcool pur qui donne un ester. On n'a pas de solution aqueuse, c'est pour cela qu'on ne met pas en excès. L'eau est en excès quand il s'agit d'un mélange de solutions aqueuses. Ce qui n'est pas le cas ici, dans notre cas. L'autre question, calculer le taux d'avancement final, c'est-à-dire tout. Pour calculer taux, on doit d'abord calculer Xmax. 0,10 moins Xmax égale 0, 0,10 moins Xmax égale 0. Donc, les deux sont limitants. Donc, Xmax pour le calculer, 0,1 moins Xmax égale à 0, c'est-à-dire Xmax est égal à 0,1 mol. Donc, calcul de taux, X final sur Xmax, Xmax 0,1, X final 0,067. X final est 0,067, d'après le tableau d'avancement. Ce qui donne 0,67, c'est 67%. Et on voit bien que la réaction est limitée, car taux est inférieur à 1. Grand 3, hydrolyse des esters. C'est la réaction inverse de l'estérification. Réaction d'hydrolyse. Dans cette réaction, l'ester plus l'eau donne l'acide carboxylique plus l'alcool. Je vous donne un exemple. L'ester CH3, CO, O, CH3, plus l'eau donne CH3, CO, OH, l'acide, plus l'alcool, CH3, OH. L'ester, l'éthanoate de méthyle avec l'eau donne l'acide éthanoïque plus le méthanol. Petit 2, étude de l'hydrolyse d'un ester, l'étude expérimentale. Dans ce cas, on procède de la même manière, comme on l'a déjà vu pour l'estérification, à partir d'un mélange équimolaire d'éthanoate d'éthyle, ça c'est un exemple, et d'eau. On écrit la réaction.
l'éthanoate d'éthyle plus l'eau qui donne l'acide éthanoïque plus l'éthanol. Donc expérimentalement, on procède au dosage de l'acide éthanoïque produit par une solution basique. Et en connaissant la quantité de matière de l'acide apparu, on peut connaître la quantité de matière de l'ester qui a réagi. Et on trace la quantité de matière de l'ester restante et la quantité de matière de l'acide formé sur le même tracé. La quantité de matière de l'ester restante, la quantité de matière diminue. À partir d'une mole, il reste 0,67 mol de l'ester, c'est-à-dire les 2 tiers. Et on a production à la fin de la réaction de 0,33 mol d'acide, c'est-à-dire le 1 tiers de la quantité de matière initiale. Petit c remarque, l'hydrolyse est une réaction lente et limitée. Elle est comme la réaction d'estérification. Application. Dressez le tableau d'avancement pour calculer la quantité de matière des réactifs restants et des produits à partir de 0,1 mol d'éthanoate d'éthyle et 0,1 mol de l'eau, en se basant sur le tracé précédent, puis calculer le taux d'avancement final. On procède de la même manière que l'estérification. Donc la solution, on a le tableau d'avancement, l'ester plus l'eau qui donne l'acide plus l'alcool, 0,1, 0,100, là on trouve 0,067, c'est-à-dire les 2 tiers de la quantité de matière initiale, 2 tiers de la quantité de matière initiale, et on a là le 1 tiers de la quantité de matière initiale, 0,033. De même pour l'alcool. Pour le calcul du taux d'avancement taux, x final sur x max, donc x max c'est 0,1, x final 0,033 et on trouve 0,33, c'est-à-dire 33%. 0,33 taux inférieur à 1, la réaction est limitée. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse ont lieu simultanément. Elles conduisent à un état d'équilibre. Dans ce sens, c'est l'estérification. Dans le sens inverse, l'hydrolyse. Donc, si on commence avec un mélange 1 mol d'acide et d'alcool, il se produira une estérification et à la fin de la réaction, on aura les 2 tiers de l'ester, 2 tiers mol de l'eau. Et il reste 1 tiers mol de l'acide, 1 tiers mol de l'alcool. Donc ça, c'est pour l'estérification. Pour l'hydrolyse, on commence par un mélange 1 mol d'ester et d'eau, et on obtient les mêmes portions du mélange. À la fin de la réaction, qu'elle soit estérification et hydrolyse, on trouve toujours dans le mélange final 2 tiers d'ester, 2 tiers mol d'eau, 1 tiers mol d'acide, 1 tiers mol de l'alcool. Si on part des quantités de matière au lieu d'1 mol, si on a par exemple N0 mol, on aura là 2 tiers de 1,0, 2 tiers de 1,0, 1 tiers de 1,0, 1 tiers de 1,0. La constante d'équilibre s'écrit. Donc cette constante d'équilibre, c'est la constante d'équilibre de l'estérification. Les produits ester eau divisé par réactif acide et alcool. Remarquez là qu'on a écrit la concentration de l'eau, on ne l'a pas remplacée par 1, car le mélange n'est pas une solution aqueuse. Et on peut prendre l'exemple de la réaction précédente pour calculer K, l'estérification. Ester eau, acide, alcool. Les quantités de matière
0,67, 0,67 sur le volume du mélange qui va se simplifier et on obtient 4. Pour l'hydrolyse, la constante d'équilibre de l'hydrolyse, c'est l'inverse de la constante d'équilibre de l'estérification, c'est-à-dire 1 quart. Grand 5, contrôle de la réaction. Une réaction d'estérification ou d'hydrolyse, ou n'importe quelle réaction peut être contrôlée, mais comment peut-on la contrôler? On peut la contrôler en augmentant sa vitesse, par exemple. Pour augmenter la vitesse de la réaction, on peut augmenter, par exemple, la température, influence de la température. Une élévation de la température permet d'atteindre plus rapidement la limite de l'équilibre, mais ne modifie pas cette limite. C'est-à-dire la température, l'augmentation de la température peut accélérer la réaction, mais ne peut pas modifier les quantités de matière finales. On prend l'exemple de l'estérification. Quantité de matière de l'ester en fonction du temps. L'expérience se fait en 2 températures différentes, T1 supérieur à T2. Donc quand la température augmente, on atteint rapidement l'état final. On peut aussi accélérer une réaction en utilisant un catalyseur. Influence d'un catalyseur. Un catalyseur permet d'augmenter la vitesse de réaction sans modifier la composition de l'état d'équilibre. Cela veut dire que l'élévation de la température accélère la réaction. On peut aussi contrôler l'état final d'un système. On peut contrôler cet état final pour avoir un bon rendement de la réaction. Mais d'abord, c'est quoi le rendement? Rendement petit r d'une réaction chimique. Le rendement d'une réaction chimique est le rapport entre la quantité de matière obtenue expérimentalement, N expérimental, et la quantité de matière maximale, N max, attendue, c'est-à-dire la quantité de matière théorique. On peut donc écrire l'expression du rendement R égale quantité de matière expérimentale divisé par quantité de matière maximale, N max, ou bien N théorique. Pour avoir un bon rendement au cours d'une réaction chimique, on a 2 cas. Si le réactif est en excès, ou bien si on élimine l'un des produits. Pour améliorer le rendement d'une réaction, on peut utiliser l'un des réactifs en excès, ou bien éliminer l'un des produits au cours de sa formation. Par exemple, dans la réaction d'estérification, pour avoir un bon rendement, on peut mettre soit l'acide ou l'alcool, l'un des deux doit être en excès, c'est-à-dire l'un des réactifs soit en excès. L'élimination l'un des produits au cours de la formation, les produits sont l'ester et l'eau. Bien sûr, on préfère éliminer l'eau. Donc, on peut au cours de cette réaction éliminer par exemple l'eau. Influence de l'état initial sur le taux d'avancement final tout à l'état d'équilibre. Sur ce tableau, on a un mélange d'acide et d'alcool. Il s'agit là de la réaction d'estérification. Si on utilise une mole, on a trouvé taux 67%. Si l'acide 2 moles, c'est-à-dire le double de l'alcool, 85%. Si la quantité de matière de l'acide est 5 fois la quantité de matière de l'alcool, on arrive à 95%. Donc, quand l'un des réactifs est en excès, on arrive à un pourcentage
qui se rapproche de 100%. C'est-à-dire, on aura un bon rendement. Le tableau précédent peut se traduire d'une autre façon. Sur un graphe, on trace la quantité de matière de l'ester en fonction du temps. Donc, si les proportions sont 1 mol, équimolaire, taux égale 0,67. 1 sur 2, 0,85. 1 sur 5, 0,95. À la fin du cours, je vous montre là deux montages différents pour éliminer l'ester ou bien éliminer l'eau. C'est ce qu'on appelle la distillation fractionnée. Dans le cas de ce montage, il y a évaporation des constituants du mélange. L'eau est plus dense que les autres constituants, ce qui permet de le récupérer en ouvrant ce robinet et en récupérant l'eau dans un bécher. Dans ce deuxième montage, l'ester est plus volatile, donc on peut le récupérer par cette distillation fractionnée. On peut le récupérer et l'éliminer dans ce bécher, ou bien dans cette éprouvette.